Bienvenue sur La Voix du Livre. Abonnez-vous, likez et commentez pour soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi nous aider via le lien dans la description. Bonne écoute. Chapitre 7. Depuis les quelques mois déjà que Hugh avait rencontré Jane, rien encore n'avait altéré le mensonge où il revivait. Comme sa vie avait changé. Il n'était plus triste. Il n'avait plus cette impression de solitude dans un vide immense. Son amour d'autrefois qui semblait à jamais si loin et hors de l'atteinte, Jane le lui avait rendu. Il le retrouvait et le voyait en elle, comme on voit, dans l'eau, la lune décalquée, toute pareille. Or, jusqu'ici, nulle ride, nul frisson sous un vent mauvais qui atténua l'intégrité de ce reflet. Et c'est si bien la morte qu'il continuait à honorer dans le simulacre de cette ressemblance qu'il n'avait jamais cru un instant manquer de fidélité à son culte ou à sa mémoire. Chaque matin, ainsi qu'au lendemain de son décès, il faisait ses dévotions comme les stations du chemin de la Croix de l'Amour devant les souvenirs conservés d'elle. Dans l'ombre silencieuse des salons, aux persiennes entr'ouvertes, parmi les meubles jamais dérangés, il allait longuement, dès son lever, s'attendrir encore devant les portraits de sa femme. Là, une photographie, à l'âge où elle était jeune fille, peu de temps avant leur fiançailles. Au centre d'un panneau, un grand pastel dont la vitre miroitante tour à tour la cachait et la montrait en une silhouette intermittente. Ici, sur un guéridon, une autre photographie dans un cadre niellé, un portrait des dernières années où elle a déjà un air souffrant et de lys qui s'incline. Hugues y mettait les lèvres et les baisait comme une patène ou comme des reliquaires. Chaque matin aussi, il contemplait le coffret de cristal où la chevelure de la morte, toujours apparente, reposait. Mais à peine s'il enlevait le couvercle, il n'aurait pas osé la prendre ni tresser ses doigts avec elle. C'était sacré, cette chevelure. C'était la chose même de la morte qui avait échappé à la tombe pour dormir d'un meilleur sommeil dans ce cercueil de verre. Mais cela était mort quand même, puisque c'était d'un mort, et il fallait n'y jamais toucher. Il devait suffire de la regarder, de la savoir intacte, de s'assurer qu'elle était toujours présente, cette chevelure, d'où dépendait peut-être la vie de la maison. Hugues restait ainsi de longues heures à ranimer ses souvenirs, tandis que le lustre, au-dessus de sa tête, dans le silence clos des salons, émiettait de son goupillon de cristal grelottant la bruine d'une petite plainte. Et puis il s'en allait chez Jane, ainsi qu'à la dernière station de son culte. Jane qui possédait, elle, la chevelure tout entière et vivante, Jane qui était comme le portrait le plus ressemblant de la morte. Un jour même, pour se leurrer dans une identification plus spéciale, Hugues avait eu une idée bizarre qui le séduisit aussitôt. Ce n'est pas seulement de menus objets, des brimborions, des portraits qu'il conservait de sa femme. Il avait voulu tout garder d'elle, comme si elle n'était qu'absente. Rien n'avait été distrait, donné ou vendu. Sa chambre était toujours prête, comme pour son retour possible, rangée et pareille, avec un nouveau buis béni chaque année. Son linge d'autrefois était complet et empilé dans les tiroirs, plein de sachets, qui le conservaient intact dans son immobilité un peu jaunie. Les robes aussi, toutes les anciennes toilettes pendaient dans les armoires, soie et popeline vidées de gestes. Hugues voulait parfois les revoir, jaloux de ne rien oublier, d'éterniser son regret. L'amour, comme la foi, s'entretient par de petites pratiques. Or, un jour, une envie étrange lui traversa l'esprit, qui aussitôt le hanta jusqu'à l'accomplissement. Voir Jane avec une de ses robes, habillée comme la morte l'avait été. Elle déjà si ressemblante, ajoutant à l'identité de son visage l'identité d'un de ses costumes qu'il avait vu naguère adapté à une taille toute pareille. Ce serait plus encore sa femme revenue. Minute divine, celle où Jane s'avancerait vers lui ainsi parée, minute qui abolirait le temps et les réalités, qui lui donnerait l'oubli total. Une fois entrée en lui, cette idée devint fixe, obsédante, roulant son grelot. Il se décida. Un matin, il appela sa vieille servante pour lui faire descendre du grenier une malle qui servirait à transporter quelques-unes des précieuses robes.
Monsieur va en voyage demanda la vieille Barbe, qui, ne s'expliquant pas le nouveau genre de vie de son maître, autrefois si cloîtré, ses sorties, ses absences, ses repas au dehors, commençaient à lui supposer des lubies. Il se fit aider par elle pour dépendre et trier les toilettes et les garantir de la poussière vite envolée en nuages dans ses armoires longtemps immobiles. Il choisit 2 robes, les 2 dernières que la morte avait achetées, et les étala soigneusement dans la malle, égalisant la jupe, tapotant les plis. Barbe n'y comprenait rien, mais cela la choquait de voir morceler cette garde-robe à laquelle on n'avait jamais touché. Allait-on la vendre? Et elle hasarda. Que dirait la pauvre madame? Hugues la regarda. Il avait pâli. Est-ce qu'elle aurait deviné? Est-ce qu'elle saurait? Que voulez-vous dire? Interrogea-t-il. Je pense, répondit la vieille Barbe, que dans mon village, en Flandre, quand on n'a pas vendu tout de suite, la semaine de son enterrement, les hardes d'un mort, on doit les conserver, sa propre vie durant, sous peine de maintenir ce mort en purgatoire jusqu'à ce qu'on trépasse soi-même. Soyez tranquille, fit Hugues rassuré. Je n'ai l'intention de rien vendre. Elle a raison, votre légende. Barbe demeura donc stupéfaite quand elle le vit peu après, malgré ce qu'il venait de dire, faire charger la malle sur un fiacre et partir. Hugues ne sut comment communiquer à Jane sa folle idée, car jamais il ne lui avait parlé de son passé par une sorte de délicatesse, de pudeur vis-à-vis de la morte, ni même fait une allusion à la douce et cruelle ressemblance qu'il poursuivait en elle. La malle déposée, Jane poussa de petits cris, elle sautilla. Quelle surprise! Il l'avait comblée sans doute. Quoi? Des cadeaux? Une robe? Oui, des robes, fit Hugues machinalement. Ah, tu es gentil. Il y en a donc plus d'une? 2. De quelle couleur? Vite, laisse voir. Et elle s'approchait, la main tendue, demandant la clé. Hugues ne savait quoi dire. Il n'osait pas parler, ne voulant pas se trahir, expliquer le maladif désir auquel il avait cédé comme un impulsif. La malle ouverte, Jane exhuma les robes et les enveloppa d'un rapide coup d'œil, l'air aussitôt désappointé. Quelle laide façon! Et ce dessin dans la soie, comme c'est vieux, vieux! Mais où as-tu acheté de pareilles robes? Et dans la jupe ces draperies? Il y a 10 ans qu'on portait cela. Je crois que tu te moques de moi. Hugues demeurait perplexe et très penaud. Il cherchait des mots, une explication, pas la vraie, mais une autre, vraisemblable. Il commençait à voir le ridicule de son idée, et pourtant elle le tenaillait toujours. Oh, qu'elle y consente, qu'elle revête une de ses robes, fût-ce une minute, et cette minute, quand il la verra habillée comme l'ancienne, contiendra vraiment pour lui tout le paroxysme de la ressemblance et l'infini de l'oubli. Il lui expliqua à voix câline. Oui, c'étaient de vieilles robes dont il avait hérité, les robes d'une parente. Il avait voulu plaisanter, il avait l'envie de la voir avec une de ces vieilles robes. C'était fou, mais il en avait l'envie, une seule minute. Jane n'y comprenait rien, riait, tournait et retournait chaque toilette en tous sens, appréciait l'étoffe d'une soie riche à peine fanée, mais demeurait stupéfaite devant cette façon bizarre et un peu ridicule qui pourtant avait été la mode et l'élégance. Hugues insistait. « Mais tu me trouveras laide. » Ahurie d'abord de ce caprice, Jane finit par juger drôle elle-même de se parer de ses défroques. Rieuse et gamine, elle ôta son peignoir et, les bras nus, ajustant la guimpe qui couvrait son corset, la refoulant ainsi que les dentelles de sa chemise, elle revêtit l'une des 2 robes qui étaient décolletées. Debout devant la glace, Jane riait de se voir ainsi. « J'ai l'air d'un vieux portrait. » Et elle minaudait, se contorsionnait, monta sur la table en relevant ses jupes pour se voir tout entière, riant toujours, la gorge secouée,
un bout de la chemise mal fixé dépassant du corsage sur la chair nue, moins chaste qu'elle, et y apportant l'évidence des intimités du linge. Hugues contemplait. Cette minute, qu'il avait rêvée culminante et suprême, apparaissait polluée, triviale. Jane prenait plaisir à ce jeu. Elle voulut maintenant essayer l'autre robe, et, dans un accès de gaieté folle, se mit à danser multipliant les entrechats, reprises de chorégraphie. Hugues se sentait un malaise d'âme grandissant. Il eut l'impression d'assister à une douloureuse mascarade. Pour la première fois, le prestige de la conformité physique n'avait pas suffi. Il avait opéré encore, mais à rebours. Sans la ressemblance, Jane ne lui eût apparu que vulgaire. Cause de la ressemblance, elle lui donna, durant un instant, cette atroce impression de revoir la morte, mais avilie, malgré le même visage et la même robe, l'impression qu'on éprouve les jours de procession, quand le soir on rencontre celle ayant figuré la Vierge ou les saintes femmes, encore affublées du manteau, des pieuses tuniques, mais un peu ivres, tombées à un carnaval mystique sous les réverbères dont les plaies saignent dans l'ombre. Chapitre 8. Dimanche de mars, qui était celui de Pâques, la vieille Barbe apprit de son maître le matin qu'il ne dînerait ni ne souperait chez lui et qu'elle était libre jusqu'au soir. Elle en fut toute réjouie, car puisque son jour de congé coïncidait avec un jour de grande fête, elle irait au béguinage, assisterait aux offices, la grand-messe, les vêpres, le salut, et passerait le reste de la journée chez sa parente, sœur Rosalie, qui habitait un des couvents principaux du religieux enclos. C'était une des meilleures, une des seules joies de Barbe d'aller au béguinage. Tout le monde l'y connaissait. Elle y avait plusieurs amis parmi les béguines et rêvait, pour ces très vieux jours, quand elle aurait amassé quelques économies, d'y venir elle-même prendre le voile et finir sa vie comme tant d'autres si heureuses qu'elle voyait avec une cornette emmaillotant leur tête d'ivoire âgée. Surtout, par ce matin de mars adolescent, elle exultait de s'acheminer vers son cher béguinage, d'un pas encore alerte, dans sa grande mante noire à capuchon, oscillant comme une cloche. Au loin, des tintements semblaient s'accorder avec sa marche, sonnerie de paroisse unanime, et, parmi elles, tous les quarts d'heure, la musique grêle chevrotante du carillon, un air comme tapoté sur un clavier de verre. Un commencement de verdure printanière donnait à la banlieue un air de campagne. Or, bien que, depuis plus de 30 ans, Barbe fût en condition à la ville, elle avait gardé, comme toutes ses pareilles, le souvenir persistant de son village, une âme paysanne qu'un peu d'herbe ou de feuillage attendri. La bonne matinée. Et comme elle allait d'un pas allègre, dans le soleil clair, émue d'un cri d'oiseau, de l'odeur des jeunes pousses en ce faubourg déjà rustique, où verdoient les sites choisis du Minuwater, le lac d'amour, a-t-on traduit, mais mieux encore, l'eau où l'on aime. Et là, devant cet étang qui somnole, les nénuphars comme des chœurs de première communiante, les rives gazonnées pleines de fleurettes, les grands arbres, les moulins, à l'horizon qui gesticule, Barbe encore une fois eut l'illusion du voyage, du retour à travers champs, vers son enfance. C'était aussi une âme pieuse de cette foi des Flandres où subsiste un peu du catholicisme espagnol, cette foi où les scrupules et la terreur remportent sur la confiance et qui a plus la peur de l'enfer que la nostalgie du ciel. Avec pourtant un amour du décor, la sensualité des fleurs, de l'encens, des riches étoffes qui appartient en propre à la race. C'est pourquoi l'esprit obscur de la vieille servante s'extasiait par avance aux pompes des saints offices, tandis qu'elle franchissait le pont arqué du béguinage et pénétrait dans l'enceinte mystique. Déjà, ici, le silence d'une église, même le bruit des minces sources du dehors dégoulinées dans le lac, arrivant comme une rumeur de bouches qui prient, et les murs tout autour, des murs bas qui bornent les couvents, blancs comme des nappes de sainte table. Au centre, une herbe étoffée et compacte, une prairie de Jean Van Eyck, où paît un mouton qui a l'air de l'agneau pascal. Des rues, portant des noms de saintes ou de bienheureux,
tourne, oblique, s'enchevêtre, s'allonge, formant un hameau du Moyen-Âge, une petite ville à part dans l'autre ville, plus morte encore, si vide, si muette, d'un silence si contagieux qu'on y marche doucement, qu'on y parle bas, comme dans un domaine où il y a un malade. Si par hasard quelque passant approche et fait du bruit, on a l'impression d'une chose anormale et sacrilège. Seules quelques béguines peuvent logiquement circuler là, à pas frôlants, dans cette atmosphère éteinte, car elles ont moins l'air de marcher que de glisser, et ce sont plutôt des cygnes, les sœurs des cygnes blancs des longs canaux. Quelques-unes, qui s'étaient attardées, se hâtaient sous les ormes du terre-plein, quand Barbe se dirigea vers l'église d'où venait déjà l'écho de l'orgue et de la messe chantée. Elle entra en même temps que les béguines qui allaient prendre place dans les stalles, en double rang de boiseries sculptées, s'alignant près du chœur. Toutes les coiffes se juxtaposaient, leurs ailes de linge immobilisées, blanches avec des reflets décalqués, rouges et bleus, quand le soleil traversait les vitraux. Barbe regarda de loin, d'un œil d'envie, le groupe agenouillé des sœurs de la communauté, épouses de Jésus et servantes de Dieu, avec l'espoir un jour aussi d'en faire partie. Elle avait pris place dans un des bas-côtés de l'église, parmi quelques fidèles, laïcs également, vieillards, enfants, familles pauvres logées dans les maisons du béguinage qui se dépeuple. Barbe, qui ne savait pas lire, égrenait un gros rosaire, priant à pleines lèvres, regardant parfois du côté de sœur Rosalie, sa parente, qui occupait la deuxième place dans les stalles après la mère révérende. Comme l'église était belle, toute braséante de cires allumées. Barbe, au moment de l'offertoire, alla acheter un petit cierge à la sœur Sacristine qui se tenait près d'un if de fer forgé où bientôt l'offrande de la vieille servante brûla à son tour. De temps en temps, elle suivait la consomption de son cierge qu'elle reconnaissait parmi les autres. Ah, qu'elle était heureuse! Et comme les prêtres ont raison de dire que l'Église est la maison de Dieu, surtout qu'au béguinage, c'étaient des sœurs qui chantaient au jubé, avec des voix douces comme doivent en avoir les anges seuls. Barbe ne se lassait pas d'écouter l'harmonium, les cantiques qui se dépliaient tout blancs comme de beaux linges. Cependant la messe était dite, les lumières s'éteignaient. Tout ensemble, dans un frissonnement de leurs cornettes, les béguines sortirent Tessin qui prit son vol, sema un moment le jardin vert de blanche envergure d'un départ de mouette. Barbe avait suivi, mais à distance, par une sorte de discrétion respectueuse, sœur Rosalie, sa parente. Puis, quand elle la vit rentrer dans son couvent, elle hâta le pas et, un moment après, y pénétrait à son tour. Les béguines sont ainsi à plusieurs dans chacune des demeures qui composent la communauté. Ici 3 ou 4, là jusqu'à 15 ou 20. Le couvent de sœur Rosalie était nombreux, et toutes les sœurs, au moment où Barbe y entra, à peine revenues de l'église, causaient, riaient, s'interpellaient dans la vaste salle de l'ouvroir. À cause du jour férié, les corbeilles de couture, les carreaux de dentelle étaient rangés dans les coins. Les unes, dans le jardinet qui précède le logis, examinaient les plantes, la croissance des parterres bordés de buis. D'autres, jeunes parfois, montraient des cadeaux reçus, des œufs de Pâques avec du sucre en givre. Barbe, un peu intimidée, suivait partout sa parente dans les chambres, les parloirs, où d'autres visites affluaient, ayant peur de rester seule, de paraître intruse, attendant avec une petite anxiété qu'on la priât à dîner, comme c'était la coutume. Mais encore, s'il y avait aujourd'hui trop de parents arrivés et qu'il n'y eut pas de place, Barbe fut rassurée quand sœur Rosalie vint l'inviter de la part de la supérieure, en s'excusant de la laisser seule, très affairée, car les béguines ont chacune leur tour de diriger le ménage une semaine, et c'était le sien. « Nous causerons après le dîner, » ajouta-t-elle, « d'autant plus que j'ai quelque chose de grave à vous dire. » De grave ? Interrogea Barbe effrayée. Alors, dites-le-moi tout de suite. Je n'ai pas le temps. Tout à l'heure.
et elle s'esquiva par les corridors, laissant la vieille servante consternée. Quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir? Un malheur? Mais elle n'avait plus rien de cher au monde, personne d'autre que cette unique parente. Alors, il s'agissait d'elle. Qu'est-ce qu'on pouvait bien lui reprocher? De quoi l'accusait-on? Elle n'avait jamais trompé d'un liard. Quand elle allait à confesse, elle ne savait vraiment quoi dire et quel péché s'imputer. Barbe demeura tout anxieuse. Sœur Rosalie avait eu un air si sombre, presque que sévère en lui parlant. C'était fini, la bonne joie de cette journée. Elle n'avait plus le cœur à rire, à se mêler au groupe qui, là-bas, s'égayait, jacassait, examinait des dentelles commencées, d'un dessin nouveau où aboutissent les fils inextricables des bobines. Seule, à l'écart, sur une chaise, elle songeait maintenant à la chose inconnue que sœur Rosalie allait lui dire. Quand on se fut mis à table, dans le long réfectoire, après la prière à voix haute, Barbe mangea à peine et sans plaisir vraiment, tandis qu'elle voyait les saines et roses Béguine et quelques autres invités, des parentes comme elle, faire honneur à ce repas de fête et de dimanche. On servait du vin ce jour-là, du vin de Tours, onctueux et d'or, du vin de Burette. Barbe vida le verre qu'on lui avait versé, croyant noyer ses préoccupations. Une migraine lui vint. Le repas lui avait paru interminable. Quand il s'acheva, elle courut droit à la sœur Rosalie, l'interrogeant du regard. Celle-ci remarqua son trouble et vite tâcha de la calmer. « Ce n'est rien, Barbe. Voyons, mon ami, ne vous alarmez pas ainsi. »« Qu'y a-t-il ? » ?»« Rien, rien de très grave. Un petit conseil que je devais vous donner. »« Ah, vous m'avez fait peur. Quand je dis rien de grave, il s'agit du présent. Mais la chose pourrait devenir grave. Voici, il sera peut-être nécessaire que vous changiez de service. » Changer de service. Et pourquoi donc? Voilà 5 ans que je suis chez monsieur Viane. Je lui suis attaché parce que je l'ai vu bien malheureux, et il tient à moi. C'est le plus honnête homme du monde. Ah, ma pauvre fille, comme vous êtes naïve. Eh bien non, ce n'est pas le plus honnête homme du monde. Barbe était devenue toute pâle et demanda. « Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que mon maître a fait de mal ?» Sœur Rosalie lui raconta alors l'histoire qui avait couru la ville et s'était divulguée jusque dans cette placide enceinte du béguinage, l'inconduite de celui dont tout le monde admirait autrefois la douleur de veuf si poignante et si inconsolable. Eh bien, il s'était consolé d'une abominable façon. Il allait maintenant chez une mauvaise femme, une ancienne danseuse du théâtre. Barbe tremblait. À chaque mot étouffait une révolte intérieure, car elle vénérait sa parente, et ces révélations si offensantes, si incroyables pour elle, prenaient une autorité dans sa bouche. C'était donc là la cause de tout ce changement d'existence auquel elle ne comprenait rien, les sorties fréquentes, les allées et venues, les repas pris dehors, les rentrées tardives, les absences nocturnes. La Béguine continuait. Avez-vous réfléchi, Barbe, qu'une servante honnête et chrétienne ne peut pas rester davantage au service d'un homme qui est devenu un libertin? À ce mot, Barbe éclata. Ce n'était pas possible, des calomnies, tout cela, dont sœur Rosalie était dupe, un si bon maître qui adorait sa femme, et, chaque matin encore, sous ses propres yeux, allait pleurer devant les portraits de la défunte, gardait ses cheveux mieux qu'une relique. C'est comme je vous le dis, répondit avec calme sœur Rosalie. Je sais tout, je connais même la maison où habite cette femme. Elle est située sur mon chemin pour aller en ville, et j'y ai vu entrer ou sortir plus d'une fois monsieur Viane. Ceci était formel. Barbe parut matée. Elle ne répliqua rien, s'absorba dans une songerie, avec un gros pli et des fronces dans le milieu du front. Puis elle dit ces simples mots. Je réfléchirai.
tandis que sa parente, rappelée à l'office par les occupations de sa charge, prenait pour un moment congé d'elle. La vieille servante demeura stupide, sans force, ses idées brouillées, devant cette nouvelle qui contrariait tous ses espoirs et dérangeait tout le chemin de son avenir. D'abord, elle était attachée à son maître et ne le quitterait pas sans des regrets. Et puis, quel autre service trouver, aussi bon, aisé, lucratif? En ce ménage de vieux garçons, elle aurait pu parfaire ses économies, la petite dot indispensable pour venir finir ses jours au béguinage. Pourtant, sœur Rosalie avait raison, elle ne pouvait pas rester davantage chez un homme qui scandalise le prochain. Elle savait déjà qu'on ne peut pas servir chez des impies, qui ne prient pas, qui n'observent pas les lois de l'Église, les 4 temps, le carême. La même raison existe pour les débauchés. Ils commettent même le pire péché, celui que les prédicateurs, dans les sermons et les retraites, menacent le plus des feux de l'enfer. Et Barbe écartait vite d'elle jusqu'à cette lointaine correspondance avec la luxure, au seul nom de laquelle elle se signait. Quoi décider? Barbe demeura bien perplexe, durant tout le temps des vêpres et du salut solennel, pour la célébration desquels elle était retournée à l'église, avec la communauté. Elle pria le Saint-Esprit de l'éclairer, et ses oraisons furent exaucées, car, en sortant, elle avait pris une décision. Puisque le cas était épineux et au-dessus de son jugement, elle irait du même pas chez son confesseur habituel, en l'église de Notre-Dame, et suivrait docilement sa sentence. Le prêtre à qui elle raconta tout ce qu'elle venait d'apprendre et qui connaissait depuis des années cette nature simple, droite, vide bourrelée de scrupules, grâce auxquels sa pauvre âme obscure apparaissait vraiment comme couronnée d'épines, chercha à la tranquilliser, lui fit promettre de ne rien brusquer. Si ce qu'on disait de son maître était vrai et qu'il eût ainsi des relations coupables, il y avait lieu encore de distinguer quant à elle. Tant que les entrevues avaient lieu en dehors de la maison, elle devait les ignorer, en tout cas ne pas s'en émouvoir. Si, par malheur, cette femme de mauvaise vie dont il était question venait chez son maître, le visiter, dîner ou autrement, elle ne pouvait plus, dans ce cas, être complice de la débauche, devrait refuser ses services et partir. Barbe se fit répéter 2 fois la distinction. Puis, l'ayant comprise, enfin, elle sortit du confessionnal, quitta l'église après une courte prière et s'en retourna vers le quai du Rosaire, vers la demeure d'où elle était partie si heureuse, le matin, et qu'il lui faudrait abandonner, elle le sentait bien, tôt ou tard. Ah, comme il est difficile d'être joyeux longtemps! Et elle rentrait par les rues mortes, regrettant la verte banlieue de l'Aube, la messe, les cantiques blancs, toutes les choses sur lesquelles la nuit tombait, songeant à des départs proches, à de nouveaux visages, à son maître en état de péché mortel, et se voyant elle-même, sans espoir désormais de finir sa vie au béguinage, mourir un soir pareil, toute seule, à l'hospice dont les fenêtres donnent sur le canal. Chapitre 9. Hugues avait éprouvé une grande désillusion depuis le jour où il eut ce bizarre caprice de vêtir Jane d'une des robes surannées de la morte. Il avait dépassé le but. À force de vouloir fusionner les 2 femmes, leur ressemblance s'était amoindrie. Tant qu'elles demeuraient à distance l'une de l'autre, avec le brouillard de la mort entre elles, le leurre était possible. Trop rapprochés, les différences apparurent. Là, l'origine, tout ébloui du même visage retrouvé, son émoi était complice. Puis, peu à peu, à force de vouloir émietter le parallèle, il en vint à se tourmenter pour des nuances. Les ressemblances ne sont jamais que dans les lignes et dans l'ensemble. Si on s'ingénie au détail, tout diffère. Mais Hugues, sans s'apercevoir qu'il avait changé lui-même sa façon de regarder, confrontant avec un soin plus minutieux, en imputait la faute à Jane et la croyait elle-même toute transformée. Certes, elle avait toujours les mêmes yeux. Mais si les yeux sont les fenêtres de l'âme, il est certain qu'une autre âme y émergeait aujourd'hui que dans ceux, toujours présents, de la morte. Jane, douce et réservée d'abord, se lâchait peu à peu. Un relent de coulisses et de théâtre réapparaissait.
L'intimité lui avait rendu une liberté d'allure, une gaieté bruyante et dégingandée, des propos libres, son ancienne habitude de toilette négligée, peignoir sans ordre et cheveux en brouillamini toute la journée dans la maison. La distinction de Hugues s'en offensait. Pourtant il allait toujours chez elle, cherchant à ressaisir le mirage qui échappait. Lentes heures, soirées maussades. Il avait besoin de cette voix. Il en buvait encore le flot foncé, et en même temps il souffrait des paroles dites. Jane, de son côté, se lassait de ses humeurs noires, de ses longs silences. Maintenant, quand il arrivait, vers le soir, elle n'était pas revenue, attardée à des flâneries en ville, des achats dans les magasins, des essayages de robes. Il venait aussi la voir à d'autres heures, en plein jour, le matin ou dans l'après-midi. Souvent elle était sortie, n'aimant plus à rester chez elle, s'ennuyant du logis, toujours en course par les rues. Où allait-elle ? Hugues ne lui connaissait aucune amie. Il l'attendait. Il n'aimait pas rester seul, il préférait se promener aux environs jusqu'à son retour. Inquiet, triste, craignant les regards, il marchait sans but, à la dérive, d'un trottoir à l'autre, gagnait des quais proches, longeait le bord de l'eau, arrivait à des places symétriques, attristé d'une plainte d'arbres, s'enfonçait dans l'écheveau infini des rues grises. Ah, toujours ce gris des rues de Bruges. Hugues sentait son âme de plus en plus sous cette influence grise. Il subissait la contagion de ce silence épars, de ce vide sans passant, à peine quelques vieilles, en mante noire, la tête sous le capuchon, qui, pareilles à des ombres, s'en revenaient d'avoir été allumé un cierge à la chapelle du 500. Chose curieuse, on ne voit jamais tant de vieilles femmes que dans les vieilles villes. Elles cheminent déjà de la couleur de la terre âgée et se taisant comme si elles avaient dépensé toutes leurs paroles. Hugues les remarquait à peine, marchant au hasard, trop absorbé par son ancienne douleur et ses soucis présents. Machinalement, il revenait à la maison de Jane. Personne encore. Il recommençait à marcher, hésitait, tournoyait dans les rues atrophiées et, sans s'en douter, arrivait au quai du Rosaire. Alors il se décidait à rentrer chez lui. Il n'irait chez Jane que plus tard. Dans la soirée, s'asseyait en un fauteuil, essayait de lire, puis, au bout d'un instant, noyé de solitude, envahi par le silence froid de ces grands corridors, il sortait de nouveau. C'est le soir. Il bruine d'une petite pluie qui s'étire, s'accélère, lui épingle l'âme. Hugues se sentait reconquis, hanté par le visage, poussé vers la demeure de Jane. Il s'acheminait, en approchait, revenait sur ses pas, pris tout à coup d'un besoin d'isolement, ayant peur maintenant qu'elle fût chez elle à l'attendre et ne voulant pas la voir. Pas rapide, il marchait dans la direction opposée, enfilant des quartiers vieux, déambulant sans savoir où, vague, lamentable, dans la boue. La pluie se hâtait, dévidant ses fils, embrouillant sa toile, maille de plus en plus étroite, filet impalpable et mouillé, où peu à peu Hugues se sentait amollir. Il recommençait à se souvenir. Il pensait à Jane. Que faisait-elle à pareille heure, dehors, par ce temps désolé? Il pensait à la morte. Que devenait-elle aussi? Ah, sa pauvre tombe, les couronnes et les fleurs en ruine dans ses averses. Et des cloches tintaient, si pâles, si lointaines. Comme la ville est loin, on dirait qu'à son tour elle n'est plus, fondue, en allée, noyée dans la pluie qui l'a submergée toute. Tristesse à parier. C'est pour Bruges la morte que, des plus hauts clochers survivants, une sonnerie de paroisse tombe encore et s'afflige.